Je vais voir ici une vidéo qui va concerner donc la pression définie sous forme vectorielle. Donc je vais voir la pression ponctuelle vectorielle. Alors pour ça, il faut prendre un fluide au repos. Voilà, je vais prendre un fluide au repos et isoler la partie du fluide au repos, mettre un volume. Je vais mettre un volume que je vais dessiner. Voilà, c'est un volume. Ça, c'est un volume. Voilà, je peux mettre un ballon de rugby, une espèce de ballon de rugby. Voilà, ici, je vais le couper. Je vais couper en deux, séparer en deux le volume. Donc là, il y a des forces appliquées, bien sûr, sur ce volume. Il y a des forces, bien sûr, intérieures et extérieures. Les forces intérieures sont nulles de par, voilà, de par l'action, la loi de l'action et de la réaction, mais on a des forces dues au système extérieur, sur le système ici. Donc on a toutes des forces appliquées sur le système que voici, qui est un volume. Alors là, je vais décomposer ce volume. Alors il est en équilibre, hein, donc la somme des forces égale à 0, la somme de moments des forces extérieures égale à 0. Je vais faire la découpe et je vais isoler une partie. Je vais prendre le côté gauche. J'ai plus facile à prendre le côté. Je vais découper ce volume. Voilà. L'équilibre ici, bien sûr, il est rompu. Pour ramener l'équilibre, il faut remettre les forces adéquates. Hein. Bon, la résultante des forces adéquates que je ramenais, des forces extérieures, bien sûr, que je ramenais avec une seule force. Sur, bien sûr, la surface coupée. Hein. Donc, au départ, j'avais ceci. Voilà, soit une masse de fluide hein, au repos, sous l'action bien sûr de force extérieure et occupant un volume V déterminé, ben, on imagine qu'on a une surface fictive que je vais appeler S, ici. Voilà, ça c'est S, une surface fictive, qui sépare bien sûr le volume V en deux sous-volumes, 1 et 2, une partie à gauche et une partie à droite. Et si on enlève un des deux sous-volumes, par exemple j'enlève le 1 ou le 2, ben, on s'aperçoit par expérience que l'équilibre est rompu. Et pour maintenir le 2 au repos, parce qu'on enlève le 1 par exemple, si j'ai enlevé le 1, je suppose que le 1 ce soit celui-là de j'enlève le 1 et je garde le 2. Donc le 1 c'est celui-ci, j'ai dit que j'allais enlever le 1 et je vais garder la partie 2. Donc si j'enlève le 1, ben, l'équilibre est rompu. Par expérience, ça se voit, ça s'aperçoit par expérience. Et il faut intervenir au niveau de la surface S, y appliquer des forces encore inconnues qui remplacent bien sûr l'effet ou l'action du volume 1 qui a été enlevé. Donc 1 a une action sur 2 réciproquement bien sûr. Ça on le sait. Et ce qu'on sait aussi c'est que sur un élément ds de la surface S, l'action de 1 sur 2 est nulle. Parce que c'est les forces intérieures. Mais enfin bref. Ceci étant dit, je vais m'intéresser à cette coupure. Voilà, donc là j'ai une force. Que je vais mettre comme ceci. Voilà, une force extérieure. Voilà.
Donc j'ai isolé ici une surface. Bien, là, on aura toujours une surface est définie par un vecteur normal. Hein. Un vecteur normal. Voilà, donc ce vecteur normal, il vaut un vecteur unitaire n, petit n, fois la surface delta S. Donc, je peux définir un vecteur qui définit la surface du corps, mais je peux définir aussi un vecteur normal du corps. Bon, alors, ça peut me servir comme axe de décomposition, que je vais appeler l'axe des X. Et là, je peux avoir un axe des Y. Hein. Alors l'axe des Y peut être décomposé comme ceci. Je peux mettre même un axe des Z. Et donc, de cette façon-là, comment on appelle ça, la force F peut être décomposée suivant X, suivant Y et bien sûr suivant... bon, là c'est un peu plus difficile à voir. Donc là j'aurai une composante, si vous voulez, tangentielle, comme ceci. Une autre composante tangentielle. Voilà, taux 1, taux 2, ou j'appelle ça, bon, je peux appeler celui-ci X, celui-là je vais l'appeler Y, celui-là Z, donc j'aurai taux X, là c'est la décomposition, donc taux ce sont les forces de cisaillement, hein. J'ai deux forces de cisaillement ici, j'en ai une là, suivant X, taux X, et taux Y, je l'ai mal écrit, je ne sais pas si on voit vraiment bien, je vais l'enlever de là. Bon, le premier, je vais l'appeler taux Z, voilà, taux Z, qui est un vecteur. Et sur X, je vais l'appeler taux X. Voilà. Donc j'ai deux forces de cisaillement. Donc elle va se décomposer suivant trois composantes. Alors là, j'aurai bien sûr la composante suivant Y, qui est par là. On aura ce vecteur-ci, qui est le vecteur normal ici. C'est Fn. Alors, taux Z, j'aurais pu l'appeler F tangentiel suivant Z. Et là, taux F tangentiel suivant X. Ce sont des forces tangentielles. Donc des forces de cisaillement. C'est des forces de cisaillement. Et ça, c'est une force. Fn, c'est une force normale. Voilà. Et donc, vous voyez que je peux décomposer comme ça. Ou alors, plus simplement, je peux mettre que voilà une décomposition suivant deux axes. Hein. Je ne suis pas obligé de mettre trois axes. Alors, je vais mettre une surface sur laquelle il y a une décomposition suivant deux composantes de la force. Supposons que j'ai delta, ici bon, j'ai un élément de surface, bien sûr, ça c'est localisé en un point M, hein, parce que je suis en train de voir la force ponctuelle c'est en un point. Hein. Voilà, c'est en un point. Alors, cette force ponctuelle, c'est, bien sûr, on aura, bon, je vais essayer de le faire correctement, parce que c'est vrai qu'ici, il ne faut pas que je me complique le dessin. Supposons que la force, elle est comme ceci. Ben, je peux faire une décomposition suivant la normale. Bon, cette force-là, c'est un élément delta Fi sur un élément de surface ici. Voilà, que je vais appeler un élément de surface delta S. Alors j'ai delta Fi, mais je peux le décomposer en deux composantes. Une normale, voilà, suivant la normale, que je vais appeler delta F normal. La normale, c'est un vecteur normal. Hein. C'est un vecteur normal, petit n.
Voilà, je peux définir petit n. Bon, si ça c'est la surface, le n est perpendiculaire à la surface. Voilà. Et alors bon, je peux décomposer suivant une tangente à une seule direction. Là j'ai une force tangentielle, voilà, Ft. Mais je dirais plutôt delta Ft. Et voilà. Et donc à partir de là, je peux définir la pression vectorielle ponctuelle. Donc ici, j'ai pris un élément de surface delta S qui a été pris sur la surface, bien sûr, grand S. Hein. S est un élément de surface, de la surface grand S. Donc ici, je prends la surface ici, voilà, que vous voyez. Ici, j'appelle ça S. Petit instant, je vais le dessiner. Ça, c'est S. C'est la coupe, c'est la section de coupe. C'est la surface S. Et de ça, j'en prends un élément de surface que j'appelle DS. DS. Voilà. Vous voyez que je l'ai appelé DS, c'est un élément de surface. Et là, je peux parler en un point. Parce que je parlais, comment peut-on parler de la pression vectorielle en un point? Eh bien, comme je vous l'ai dit, donc, on a un élément de surface delta S pris sur la surface S. Et soit, on va dire que delta Fi est la force élémentaire interne à appliquer pour maintenir l'équilibre du sous-volume du sous-volume 2, hein, parce que j'ai extrait le sous-volume 1. Voilà, donc ici, moi, j'ai extrait le sous-volume 2, enfin, j'ai extrait le sous-volume 1, donc pour maintenir l'équilibre du sous-volume 2, eh bien, il faut appliquer la force élémentaire interne à appliquer pour l'équilibre du sous-volume 2. Pour l'élément, bien sûr, delta S. Hein. Voilà. Donc, ici, comme delta Fi, bah, je peux le décomposer en deux composantes. Delta Fn, composante normale à delta S, et delta Ft, composante tangentielle à delta S. Et donc, c'est là que je peux définir la limite. La limite, quand delta S tend vers 0, on va tendre vers quelque chose de ponctualisé, de ponctuel. On va tendre vers un point. Donc on aura la limite quand delta S tend vers 0, donc de delta Fn sur delta S, qui est égal bien sûr à la dérivée. Hein. Vous aurez compris que ça c'est la dérivée. Ce n'est rien d'autre que la dérivée. Hein. Limite quand voilà, d'une variation très petite, c'est une dérivée. Donc on aura dfn sur ds. Ici on parle plus de, on parle de dérivée, parce qu'on a les limites d'accroissement. Accroissement positif ou négatif, voilà. Ben, voilà. Donc là on parle de dérivée. Et donc ça qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la définition de la pression ponctuelle, elle est vectorielle. Alors les pressions, les vecteurs, je peux les mettre avec une barre. Je peux mettre les pressions avec une barre. Pour éviter de chaque fois de dessiner la flèche, je peux mettre avec une barre. Alors la même chose pour la delta S tend vers 0 de delta Ft sur delta S, ça c'est la dérivée de F tangentielle sur ds est égal à la pression, c'est aussi une pression. Je m'excuse, non, la normale c'est la pression, je m'excuse, j'ai dit une bêtise, justement parce que la normale c'est une pression normale au point M, tandis que voilà, l'autre c'est le cisaillement, c'est une tension de cisaillement. Donc là, je vais mettre ceci, alors qu'encore une fois, je ne suis pas obligé de mettre des flèches. Je vais mettre une barre pour dire que c'est un vecteur. Et donc vous voyez que la pression ici, la pression normale au point M, donc c'est ponctuel, hein, parce que on tend vers le point M. Quand je fais tendre vers 0, le delta ben, il devient de plus en plus petit. Voilà, on va finir par tendre vers 0. Et donc
on va tendre vers 0. Et donc on aura en un point, la situation en un point, et non plus que pour la surface des S. Là, je suis passé de la surface delta S, je suis passé de la surface S à delta S à un point M. Vous voyez qu'il faut faire tout un raisonnement de descente vers quelque chose de grand, vers quelque chose de petit. C'est comme ça. C'est pour expliquer voilà, le concept infinitésimal de pression ponctuelle, qui est un vecteur ici. Ce sont toutes des notions vectorielles. Et je vous rappelle que ces limites existent. Pourquoi? Parce que on est dans un milieu continu, on a toujours un point qui existe. Donc si on a toujours un point qui existe, ben on sait toujours calculer la dérivée en un point. Puisqu'on a un milieu continu. Et si on a un milieu continu, c'est que les valeurs sont continues aussi. En tout point, elles sont continues. Si je mets des axes, en tout point, j'ai une valeur projetée sur un axe qui peuvent être prises dans un axe. Et donc, si les limites existent et sont finies, effectivement, elles existent, elles sont finies, et bien on aura la pression, la définition de la pression ponctuelle. Alors, que montre l'expérience? Elle montre que la force delta Fi est toujours dirigée vers l'intérieur. Enfin, ça, c'est l'expérience qui montre ça. Donc, au départ, on la met n'importe comment, mais l'expérience montre qu'elle est toujours dirigée vers l'intérieur de la masse de fluide considérée, étant comprimée cette masse. Alors, pourquoi? Pourquoi vers l'intérieur? Voilà. Ici, j'ai mis la force vers l'intérieur. Je l'avais bien fait au départ, mais après, j'ai changé. Je vous rappelle que les forces, c'est un petit peu comme les tensions électriques. C'est comme en électricité. Hein. Vous choisissez, je veux dire, un repère. Vous mettez un repère. Donc, c'est-à-dire une orientation quelconque du repère. Et en fonction de ça, ben, la force sera soit positive si elle est contraire au repère, ou enfin si elle est dans le même sens que le repère, ou négative dans le sens contraire. Et pour les tensions, c'est le même. Vous avez une référence, et par rapport à cette référence, on peut la compter soit positive ou négative. Ça dépend si le point, le potentiel est peut-être positif ou négatif, mais tout ça, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout. Donc le repère ou un référentiel ou une référence, quand je dis une référence, c'est un point zéro. Voilà. Eh bien, tout ça, les valeurs algébriques vont dire, pour les forces, s'il est contraire au repère, ou s'il est dans le même sens que le repère. Donc ça donne le signe, si vous voulez, le signe. Le signe du vecteur. Dans quel sens il va aller par rapport au repère. Connaissant le repère, on sait déterminer le sens du vecteur. Et donc là, ici, je l'ai bien mis. Vous avez bien vu que j'ai bien mis le vecteur. Alors que là, j'avais changé. Là, j'ai changé, je le mets vers l'extérieur. Et donc, l'expérience dit que, la plupart, dit que, l'expérience dit que la force, cette force-là, delta Fi, est toujours dirigée vers l'intérieur de la masse de fluide considérée, étant à comprimer cette masse. Pourquoi? Parce que il s'agit d'une force de compression, tout simplement. C'est juste ça. Donc pression provient d'une compression. La pression provient d'une compression. Parce qu'il est difficilement imaginable de soumettre un fluide à une force de traction. On ne peut pas tirer déjà un liquide, on ne peut pas le tirer un liquide. Alors, en ce qui concerne la force tangentielle, la composante tangentielle, bien sûr, elle n'apparaît que dans les fluides en mouvement, si vous avez compris tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Bon, la composante tangentielle n'apparaît que dans les fluides en mouvement. Elle est due à une propriété mécanique du fluide. Hein. C'est ce qu'on appelle la viscosité, qui sera définie, bien sûr, en dynamique des fluides. C'est en dynamique des fluides qu'on définit la viscosité. Et donc, vous aurez compris que là, on aura un vecteur normal. Hein. On n'a plus qu'un vecteur normal si on est avec un fluide parfait. Un fluide idéal, un fluide non visqueux, ou un fluide parfait, ou un fluide idéal. Ben, vous aurez directement, n'avez pas de composants tangentiels. Et donc, on n'a pas de composant de cisaillement. On n'a pas de tension de cisaillement. Voilà, on n'a pas de tension. Donc, si on n'a pas de tension, on a
une force normale, qui est en fait, voilà, on n'a plus qu'une force normale. Et donc la pression peut être vue comme une force normale parce qu'il n'y a pas de force tangentielle. Il n'y a plus qu'une composante normale. Hein. Voilà. Alors, si je fais une remarque, hein, les phénomènes superficiels à la surface des liquides, tels que les tensions superficielles ou les phénomènes d'osmose, ici, ils ne sont pas pris en compte. Hein, je ne les prends pas en compte ici pour définir voilà, la pression. Donc je bannis la tension superficielle et les phénomènes d'osmose. Alors, je vous rappelle qu'un fluide, c'est un milieu continu. Donc on peut trouver en tout point la pression. Donc, je vous rappelle que la dérivée existe, elle est finie. Et donc la pression doit être définie en tout point du fluide. Je vous rappelle aussi autre chose, c'est qu'on a ici, la pression est une grandeur intensive. Intensive dans le concept, ici, grandeur intensive, 1 de in, intérieur, c'est une grandeur spécifique à chaque point du corps. Bien sûr, du corps fluide. Hein. C'est une grandeur spécifique à chaque point du corps fluide. Par exemple, la masse volumique, c'est une grandeur spécifique à chaque point du corps fluide. Eh bien, la masse volumique est une grandeur intensive et la pression est aussi une grandeur intensive. Alors que les grandeurs extensives, ben, un exemple de grandeur extensive, c'est la masse. C'est la masse. Pourquoi? Parce que c'est une grandeur associée à l'entièreté du corps fluide. Donc, il y a des grandeurs qui sont relatifs à l'entièreté du corps et qu'on appelle des grandeurs extensives. Et donc, la masse fait partie des grandeurs extensives. Les grandeurs intensives, ben, c'est des grandeurs spécifiques à chaque point du corps fluide. Alors, une grandeur uniforme, c'est une grandeur qui n'est pas fonction du point de mesure. Voilà. Alors qu'une grandeur uniforme, c'est une grandeur qui est fonction du point de mesure. Une grandeur homogène, ça veut dire que c'est partout pareil, la valeur est la même en tout point. Et bien sûr, hétérogène, la valeur n'est pas la même en tout point. Il y a les grandeurs stationnaires, c'est-à-dire elles n'évoluent pas dans le temps, et des grandeurs variables, c'est-à-dire qui évoluent dans le temps. Voilà, ça c'est pour des petites considérations, je veux dire, de mécanique des fluides. Et maintenant, si je reviens sur la pression, mais pour définir la pression, elle est définie en tout point du fluide, puisque c'est une grandeur intensive. C'est une grandeur intensive, donc elle est définie en tout point du plan, en tout point du fluide. Et on a donc la pression P vue comme un vecteur, parce qu'il peut être vu comme un scalaire. Je ferai une vidéo où on verra comme un vecteur. Alors, pourquoi elle est vue, elle peut être vue? En vérité, on peut faire un produit scalaire et trouver la pression au travers d'un produit scalaire. Je verrai dans une autre vidéo que c'est un produit scalaire. Donc, qui dit produit scalaire, ça vient du produit de deux vecteurs, U fois V. Et je verrai lesquels. Voilà, vous aurez compris qu'il y a la notion de force et de vecteur normal qui va intervenir. Voilà, c'est une notion voilà, de force fois un vecteur normal, bien sûr, avec un élément de la surface qui va intervenir. Mais ça, je verrai en détail, parce que ici, je ne peux pas parler de ça ici, parce qu'il faudrait que je mette bon, tout ce qui est, tout ce que je veux dire avec précision. Or, ici, bon, je vais développer ça dans une vidéo. Sachez que je peux le voir sous forme de scalaire, mais là, on a un scalaire et qu'il existe des directions, eh bien, je peux créer un vecteur. Par exemple, la longueur est un scalaire, mais rien ne m'empêche de faire L fois I et de transformer L fois I en un vecteur. Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'elle est soumise à une direction. Elle est soumise à une direction. Donc ici, c'est le même. Comme on a des directions, ben,
j'en profite pour créer un vecteur avec un scalaire. Avec un scalaire, je peux créer un vecteur. Alors pour ça, il faut que je connaisse ces cosinus directeurs. Hein. Cosinus alpha, cosinus bêta et cosinus gamma. Dans l'espace, bien sûr. Bien sûr, il faut connaître aussi le point où on calcule la pression. Et un point, comme on est dans l'espace, c'est x, y, z. Bon, si je connaissais... donc ça, c'est le point d'application de la pression. Si je connais le vecteur direction, alpha, enfin, le cosinus directeur, cosinus alpha, cosinus bêta et cosinus gamma, je détermine la direction du vecteur pression. Et bien sûr, il faut connaître le fluide. Le minimum, c'est de connaître, avoir la connaissance du fluide. Bon, comme je l'ai dit, avec x, y, z, ce sont les coordonnées du point de mesure dans un référentiel, généralement d'inertie. Hein. Donc dans un système d'axes de référence. Orthonormé, bien sûr, pour avoir plus facile pour avoir plus facile, c'est le système de référentiel le plus simple, c'est le système orthonormé. Et bien sûr, alpha, bêta, gamma sont les angles directeurs de la normale ADS. Hein. Donc c'est la direction de la normale ADS. Non, par rapport, ce sont les angles directeurs oui, de la normale ADS. Donc ici, ça c'est l'orient. Si on a le cosinus directeur de la normale, ben je connais mon plan, le plan DS, le plan de DS. Alors, qu'est-ce que je peux écrire aussi au niveau du vecteur pression? P. Je peux écrire que le vecteur, ça c'est le vecteur, hein, c'est le vecteur pression, défini bien sûr dans l'espace, enfin il est défini dans l'espace. On a un point M, on a un vecteur pression, qui est bien sûr la dérivée de F par rapport à ds. Et donc ça c'est la force normale. Hein. dF est normale. Voilà, parce que c'est la force normale. Et donc je peux écrire que F, que vaut F est égal à P fois ds. P fois ds. Donc je peux écrire P fois ds, ben, ça fait la force F. Et sur une surface S, sur une surface complète S, ben, le F il vaudra quoi? Il vaudra bien sûr, vous aurez compris, l'intégrale de P fois ds. Et tout ça, vous voyez qu'ici, ouais, attention qu'ici, c'est pas un produit scalaire. Je m'excuse, c'est pas un produit scalaire, il n'y a pas de vecteur ici. C'est pas un produit scalaire. Parce que ça doit rester un vecteur. Hein. Ça doit rester un vecteur. Donc c'est intégral de PDS. Donc pour ça, pour le calcul de la force, il faut supposer connu la loi de répartition de la pression sur la surface. Hein. Donc on a une fonction. Quand j'écris ça, c'est bien sûr, il faut connaître la pression F, P. On doit connaître, pour connaître la force, il faut au moins connaître la pression. La pression. Et puis pouvoir primitiver une fonction connue, bien sûr. Hein, fonction connue. Il faut qu'on connaisse la fonction, sinon si on ne la connaît pas, on ne sait pas primitiver quelque chose qu'on n'a pas. Il faut avoir quelque chose, voilà. Donc la pression P vectorielle dépend de la position du point M considéré, ça vous aurez compris, de l'orientation de la facette donnée par le vecteur normal N unitaire, bien sûr c'est un vecteur unitaire,
donc de l'orientation de la facette et donc de la normale au point considéré, de la nature du fluide, voilà, parce qu'il faut savoir le type de fluide que l'on a, si on veut calculer la pression au travers de ce fluide, et des forces extérieures agissant sur le fluide. Une fois qu'on a tout ça, ben, on peut déterminer la pression. Alors, en général, là je fais une dernière remarque avant toute chose, avant de terminer cette vidéo. En général, les forces extérieures qui agissent sur le fluide, alors les forces extérieures, il y a les forces, on a les forces de contact et les forces à distance. Hein. Voilà. Et donc les forces extérieures qui agissent sur le fluide, ça traduit en général par des composantes par unité de masse. Donc on a, quand je vous dis force ici, c'est égal à F' par unité de masse. Ici je vais appeler par dm. Donc, ce qui veut dire que je vais appeler ici, bien sûr, x. Ça, c'est suivant x. Suivant x. Je mettrai f de x, f' de x. Voilà. Là, je mettrai f de y est égal à f' de y dm, y, et f de z égale à f' de sur dm de z. Donc, les composantes de force f' vaudra quoi? X dm, bon, f' x bien sûr, f' y sera égal à oui, attention que j'ai oublié mon égal ici, y dm et f' de z vaudra z dm, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, les forces extérieures qui agissent sur le fluide se traduisent par des composantes par unité de masse, x, y et z. Et les composantes des forces sont donc xdm suivant OX, YDM suivant OY et ZDM suivant OZ. Où DM est l'élément de masse, bien sûr. Hein. Alors, si je regarde bien, là, on a une masse, un élément de masse. Ici, je me suis trompé, à mon avis, je me suis trompé quelque part. Donc, les forces extérieures qui agissent sur le fluide se traduisent par des composantes par unité de masse. X dm, oui. X dm. Oui, mais alors là, c'est pas une force à ce moment. Oui, là, on va faire ceci. Voilà, je vais noter que ça comme ça, f' de x, x sur dm, là, f' sur dm, f' sur dm égale z, voilà. Donc là, je peux écrire que f' égale x fois dm, voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon, parce que je peux pas avoir une force est égale à voilà, une force par unité de masse. Donc, ce qui voudrait dire qu'ici, là, si je fais x, là c'est un élément de masse, là on a une force, donc ça voudrait dire que x, la seule ressemblance qu'on ait, c'est avec les accélérations. Ça ressemblerait, ici, il y a quelque chose qui ne va pas, enfin bref. Donc, x, y, z représentent des accélérations, si vous voulez. Parce qu'on a MA. Une force est égale à MA.
Donc x, y, z sont des accélérations. Puisqu'on a un élément... Qu'est-ce qui est égal à une force si je multiplie un élément fois un élément de masse? X fois dm. Ben, x fois dm, le x est une accélération. Donc x est une accélération, y est une accélération, z est une accélération. Ben, c'était juste que je m'étais trompé au départ, j'avais mis f est égal à f prime. F est égal à f prime sur dm, mais non, c'est x est égal à f prime sur dm. Donc, les forces extérieures qui agissent sur le fluide se traduisent par des composantes par unité de masse. Par unité de masse, f' sur dm, qui sont x, y et z. Et donc, on constate que x, y, z se représentent des accélérations, tout simplement. Je vous remercie.